Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du séminaire du GDR Radia. Et donc, on est très heureux d'accueillir Isabelle Bloch, qui est donc professeure à Télécom Paris et en ce moment, depuis un moment maintenant, au LIPSIS. Donc, il y a une chaire IA au LIPSIS. Et donc, Isabelle va nous parler de morphologie et de quelques problèmes d'IA. Donc, Isabelle, si tu veux partager ton écran. Ok, merci, merci Sébastien pour l'introduction et puis pour l'invitation. Et donc l'idée en fait des travaux que je vais résumer là, c'était de s'appuyer sur la structure algébrique commune entre la morphologie mathématique, je vais expliquer dans un instant, hein, et les différents types de logique pour construire des opérateurs concrets pour résoudre un certain nombre de problèmes classiques en IA qui relèvent tous du domaine de la dynamique des connaissances. Donc, les exemples, c'est la révision des connaissances, la fusion, je parle en français, c'est OK? Ouais, Oui, je oui, pense que oui, oui. oui. La recherche d'explications avec des raisonnements adductifs et le raisonnement spatial, et voilà, il y en a sûrement d'autres. Alors voilà, c'est des travaux que j'ai fait avec plusieurs personnes. Donc, je les mets ici par ordre d'apparition dans le film. Donc, Jérôme, Ramon qui sont connectés, Carlos qui est un peu loin et Marc. Voilà. Euh, donc, cette structure algébrique commune, en fait, c'est une structure de treillis, en fait, qu'on retrouve sur plein d'objets mathématiques. Donc, à partir du moment où on est capable de définir une relation d'ordre partiel, des subs, des inf, etc., on va pouvoir construire des treillis. Donc, c'est le cas évidemment des ensembles. Avec une relation d'ordre qui serait juste inclusion, qu'on peut généraliser à des ensembles flous, à des ensembles flous bipolaires. C'est le cas des fonctions où la relation d'ordre, c'est juste la relation d'ordre classique point à point entre deux fonctions. C'est le cas de logique, on va y revenir. Et puis, on peut aussi définir des treillis sur des représentations plus structurées, comme des graphes, des hypergraphes, des concepts formels en analyse formelle de concepts, etc. Voilà, donc il y a tout un tas d'objets mathématiques sur lesquels on peut mettre cette structure de treillis. Et ça, c'est très utile pour pouvoir représenter des connaissances, raisonner dessus, donc travailler sur la décision, etc. Donc, il y a plein d'applications aussi en analyse d'image, interprétation d'image, qui est le domaine dont je viens. Et la morphologie mathématique, ça repose justement sur ces treillis complets. Et le fait de pouvoir mettre une structure de treillis sur plein d'objets mathématiques fait qu'on peut faire de la morphologie mathématique sur tous ces objets mathématiques. Et donc, c'était un petit peu ça l'idée de départ dans les travaux qu'on a réalisés. Alors, c'est quoi la morphologie mathématique? Donc, juste un petit exemple simple, et j'y reviendrai plus en détail ensuite. Donc, on part d'un treillis complet et on va définir deux opérateurs de base qui s'appellent la dilatation et l'érosion. Et la dilatation, c'est simplement défini comme une opération qui commute avec le sup du treillis. Je redonnerai la définition formelle juste après. Et la deuxième opération de base, c'est l'érosion, qui est une opération qui commute avec l'inf. Alors, tout ça, ça donne des définitions un petit peu abstraites. Ça ne dit pas concrètement comment on applique ces opérations. Et je vais donner un petit exemple ici dans le cas des ensembles. Donc, on prend des ensembles donc, qui peuvent représenter, par exemple, des images binaires. Donc, on a un exemple ici à gauche où on voit des ensembles binaires donc en blanc sur un fond noir. Donc, le noir, c'est le complémentaire de ces ensembles. Et sur ces ensembles, on peut définir un treillis avec donc la relation d'ordre qui est l'inclusion. Et si on rajoute à ces définitions de dilatation et d'érosion une propriété d'invariance par translation dans l'espace,
on peut montrer que la dilatation et l'érosion s'expriment à partir d'un certain motif qu'on appelle élément structurant dans cette théorie, de la manière suivante. Donc la dilatation d'un ensemble X, donc par exemple de l'ensemble des points blancs qu'on voit ici à gauche, ça va être l'ensemble de tous les points de l'espace, donc ici un domaine à 2 dimensions, tel que cet élément structurant translaté au point X intersecte les objets, donc les ensembles blancs qu'on voit ici sur cette image. Alors, si on regarde ce que ça donne ici, donc avec un élément structurant qui serait cet ensemble ici, on va mettre cet élément structurant à toutes les positions ici de l'image, et pour chaque position, on va vérifier si l'élément structurant intersecte ou pas les objets qu'on voit ici dans cette image. S'il y a une intersection, on va garder le point auquel on a translaté l'élément structurant, sinon ce point reste dans le complémentaire. Donc voilà le résultat ici de cette dilatation, et on comprend bien pourquoi ça s'appelle dilatation, parce que on a étendu en fait les objets spatialement. Pour l'érosion, on peut faire la même chose en ajoutant à cette définition abstraite le fait que l'opération est invariante par translation. On peut montrer de la même manière qu'une érosion dans l'espace se définit à partir d'un élément structurant. Et cette fois, on va imposer une relation plus stricte entre les translatés de l'élément structurant et les objets. On va imposer qu'ils soient complètement inclus dans les objets. Donc, si on reprend le même exemple avec X qui est ici et l'élément structurant B qui est ici, on a ici complètement à droite le résultat de l'érosion. Et donc là, cette fois, les objets ont été beaucoup réduits, puisqu'on ne garde que les points pour lesquels l'élément structurant centré en ce point est complètement inclus dans la fin. Donc, on va éliminer en particulier les petits objets et réduire les autres. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais bien sûr il en existe plein d'autres, et encore une fois sur différents objets mathématiques, et avec ou sans cette hypothèse d'invariance par translation. Alors B, on peut l'interpréter en fait comme un voisinage des points, mais aussi comme une relation binaire entre des points. Donc, est-ce que le point appartient au voisinage ou pas? Et ça va être très utile dans l'extension à la logique. À partir de ces 2 opérations de base, on peut définir tout un tas d'autres opérations. Alors, la morphologie mathématique, elle est née à l'école des mines, donc plus précisément au centre de géostatistique et de morphologie mathématique à Fontainebleau, donc dans ce bâtiment-là. Voilà. Et donc, j'ai fait une partie de mes études là. Donc, voilà, c'est un peu comme une potion magique, et je suis tombée dedans quand j'étais petite. Alors, au départ, c'est surtout une théorie pour manipuler des informations spatiales, et donc ça a été beaucoup utilisé au départ en géostatistique, mais ensuite beaucoup en traitement d'images et en interprétation d'images. Et l'intérêt de cette théorie, c'est qu'on a des outils pour raisonner à plein de niveaux différents dans l'image, donc soit très localement avec cette idée d'éléments structurants, soit à un niveau plus régional, soit plus structurel, où à partir d'opérations de morphologie mathématique, on va pouvoir définir des relations spatiales, par exemple, entre les objets, et donc interpréter vraiment la structure d'une scène à partir de ces relations. Donc, en image, il y a eu plein d'applications qui vont des traitements bas niveau, de filtrage, amélioration d'image, rehaussement, etc., à des tâches un petit peu plus au niveau d'interprétation d'image à partir de reconnaissance d'objets, etc. Voilà. Donc, il y a énormément d'applications en image. Donc, ça, c'est juste pour montrer un petit peu d'où ça vient. Alors, maintenant, je vais revenir un petit peu plus en détail sur le cadre algébrique qui nous intéresse, donc de manière assez générale ici. Donc, on suppose qu'on a deux treillis complets, T et T', donc avec des relations d'ordre associées. Et donc, on définit de manière générale une dilatation algébrique comme une opération qui commute avec le sup du treillis. C'est-à-dire que si on applique la dilatation à une famille quelconque, finie ou pas, d'éléments du treillis T, le résultat, c'est le sup, donc au sens de l'ordre du T', de la dilatation de chacun des éléments de cette famille.
Et pour l'érosion, c'est la même chose. Et je vais prendre dans l'autre sens pour des raisons qu'on va comprendre juste après. Euh, et donc, même chose, si on applique une érosion à lymphe au sens du trait T' d'une famille d'éléments de T', c'est la même chose que de prendre lymphe au sens de l'ordre sur T, de l'érosion appliquée à chacun des éléments de la famille. Voilà, donc c'est le sens de cette commutativité en fait par rapport au sup pour la dilatation et à lymphe pour la dilatation. Alors, une propriété qui est très importante qu'on regarde souvent dans les treillis, c'est une propriété d'adjonction qui dit que si on a un opérateur delta et un opérateur epsilon tel que dès que delta de x est inférieur à epsilon, c'est équivalent à dire que x est inférieur à epsilon de y. Donc, ça veut dire qu'en gros, on fait passer l'opérateur de l'autre côté de la relation d'ordre et il change de nature, ça devient l'autre opérateur. Donc ça, la paire epsilon-delta, ça définit ce qu'on appelle une adjonction, ou des opérateurs qui sont adjoints l'un de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que si on a une adjonction, alors on peut montrer que epsilon commute avec lymphe du treillis, et donc c'est une érosion, et delta commute avec le sub du treillis, et donc c'est une dilatation. Et donc, on a un lien vraiment très fort entre cette propriété d'adjonction très classique dans les treillis et les érosions et les dilatations. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de combiner ces opérateurs pour définir ce qu'on appelle des filtres morphologiques, donc qui sont des filtres morphologiques particuliers. Hein. Donc, si on applique d'abord une dilatation et ensuite une érosion, on définit ce qu'on appelle une fermeture morphologique, qui est une opération qui est croissante anti-extensive et idempotente. Et si on fait la combinaison dans l'autre sens, donc on applique d'abord une érosion et ensuite une dilatation, donc toujours pour une paire d'opérateurs adjoints, on définit une ouverture morphologique qui est anti-extensive, toujours croissante et idempotente. Oui, on déduit de ces propriétés que le epsilon et delta sont toujours des opérations croissantes et donc leur combinaison aussi. Et donc là, du coup, on a déjà 4 opérateurs avec ces combinaisons élémentaires et on peut en construire beaucoup d'autres que je ne vais pas détailler parce qu'on ne va pas les utiliser ici. Alors, cette histoire de morphologie mathématique, elle a commencé il y a déjà assez longtemps, je pense déjà une vingtaine d'années, donc avec Jérôme. Et donc, on avait eu l'idée de dire, finalement, tout ce qu'on sait faire sur des ensembles, on pourrait le faire sur des ensembles de modèles, de formules en logique propositionnelle. Et donc, on utilise le fait que l'ensemble des modèles d'une formule est isomorphe à l'ensemble des formules quotientées par la relation d'équivalence syntaxique. Et donc, on peut travailler sur les ensembles de modèles et donc appliquer tout ce qu'on sait faire en morphologie mathématique sur des ensembles de modèles et voir ce que ça donne sur des formules. Voilà, donc on a les liens ici assez vraiment classiques entre les modèles d'une disjonction de formules et la réunion des ensembles de modèles. Même chose pour la conjonction, l'intersection, etc. Donc, on a vraiment des liens entre des connecteurs logiques et des opérateurs ensemblistes sur les ensembles de formules qui permettent de montrer cet isomorphisme entre les deux treillis. Alors, à partir de là, une fois qu'on a notre structure de treillis, donc soit sur les formules consortées par la relation d'équivalence, soit sur les modèles, on peut définir des dilatations, des érosions comme des opérations qui commutent avec le sup et lymphe, comme dans n'importe quel treillis. Alors ça reste encore assez abstrait et ensuite, on a besoin de définir des opérateurs concrets pour que ce soit intéressant. Et ce qu'on avait fait, c'est de définir ces opérateurs à partir d'un élément structurant qui va représenter une relation donc, entre des mondes et donc qui peut être défini à partir d'une distance. Alors, si on regarde cette représentation ici, on suppose qu'on a un langage avec 3 variables et puis les connecteurs de logique propositionnelle habituels. Et donc, avec 3 variables, on a 8 mondes.
qui sont représentés avec des 0 et des 1 ici, suivant que la variable apparaît de manière positive ou négative dans le monde. Et le graphe qui est représenté ici relie deux mondes si ces mondes ont exactement une variable qui est instanciée différemment. Donc, ça correspond à une distance de Hamming entre deux mondes qui est égale à 1. Donc, par exemple, entre celui-ci 0,01 et 1,01, on a uniquement la première variable qui est instanciée différemment et donc on a une distance de 1. Et puis, bien sûr, après, on peut définir des mondes à distance de 2, etc., en suivant les arêtes de ce graphe. Et donc, on peut définir à partir de là une dilatation en prenant un seuil sur la distance qui va définir un élément structurant. Donc, on va considérer, par exemple, tous les mondes qui soient à une distance inférieure à un certain seuil du monde qu'on considère pour le dilater. Alors, à partir d'une distance entre mondes, on peut passer à une distance d'un monde à une formule en regardant la distance minimale entre le monde qu'on considère et le monde le modèle le plus proche de la formule. Alors, on voit ici un exemple de dilatation. Donc, par exemple, pour faire une dilatation de taille 1, on va regarder les modèles de la formule. Donc, par exemple, ici, les deux points bleus. Et on va regarder tous les mondes qui sont à une distance de forme. Par exemple, à une certaine théorie. Donc, supposons qu'on ait une formule ici dont les modèles sont dans cet ensemble ici entouré en noir. Donc, chaque point ici de cet espace va représenter un monde. Quand on a une formule, on regarde juste l'ensemble des mondes de cette formule, donc à l'intérieur du cercle noir. Et quand on a, par exemple, une théorie ou une base de connaissances, on va l'identifier à la conjonction de toutes les formules que l'ensemble contient. Voilà. Et donc, en faisant des érosions successives des mondes de sigma, on va stratifier ici les mondes à l'intérieur qui satisfont la formule, et en faisant des dilatations, on va stratifier les mondes qui ne satisfont pas la formule, qui est représentée ici schématiquement par ces cercles concentriques. Et ça permet de définir un ordre entre les mondes en fonction d'une certaine formule ou d'une certaine théorie sigma. Donc, par exemple, ici, on va considérer que par rapport à cette formule, X est plus petit que Y, est plus petit que Z. Donc, l'idée, c'est qu'il faut plus d'érosion pour arriver à X que pour arriver à Y, et il faut plus de dilatation ensuite pour arriver à Z, puisque les mondes X et Y satisfont la formule, donc on les obtient avec une dilatation de taille 0. Alors, à partir de là, on peut illustrer schématiquement les idées qu'on a eues pour faire un certain nombre d'opérations. Donc, par exemple, pour la révision, si on veut réviser une formule phi par une formule psi, eh bien, on va essayer de dilater la formule phi, donc, ou l'ensemble de ces modèles de manière équivalente, jusqu'à ce qu'elles deviennent consistantes avec psi. Donc, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'ensemble des modèles de la dilatation ait une intersection avec les modèles de psi. Et ensuite, on va prendre ici les modèles les plus proches de psi, donc on a atteint par cette dilatation. Évidemment, si les deux formules sont consistantes, dans ce cas, on fait une dilatation d'ordre 0, donc c'est l'identité en fait. Et donc, ça veut dire qu'on va juste prendre l'intersection des deux ensembles de modèles. Voilà. Alors, on peut voir ça en termes de préférences. Si par exemple, phi représente les préférences d'un individu et psi les préférences d'un autre individu, si on veut que ces préférences soient cohérentes, on peut imaginer que phi va être d'accord pour réviser ses préférences jusqu'à ce qu'il atteigne celles de psi. Et cette révision va se faire de manière minimale, dans le sens où on va s'arrêter dès qu'on a une intersection avec les modèles de psi. Donc, on a directement une propriété de minimalité qui va être vérifiée avec ce procédé.
Alors, pour la fusion, cette fois, on va essayer de trouver un terrain d'entente commun, en gros, entre les préférences d'une personne et les préférences de notre personne, qui sont représentées ici par deux formules phi 1 et phi 2, ou par les ensembles de modèles. Et là, cette fois, on va dilater chacun des ensembles de modèles jusqu'à ce qu'il y ait une intersection, et c'est cette intersection qui va donner la fusion des deux ensembles. Alors là encore, on a une minimalité qui est vérifiée dans le sens où on s'arrête de dilater dès qu'on a une intersection. Voilà. Alors, les deux ensembles peuvent être dilatés à la même vitesse ou pas à la même vitesse. Ça dépend s'il y en a un qui est plus têtu que l'autre, par exemple. Donc ici, par exemple, phi 1 est plus têtu que phi 2 et il se dilate moins vite. Alors, pour les explications, cette fois, c'est l'érosion qu'on va utiliser. Donc, imaginons qu'on ait une théorie ici représentée par un ensemble de formules et donc, dont les modèles sont dans l'ensemble rouge en gras ici, et une observation dont les modèles sont dans l'ensemble bleu. Pour essayer de trouver des explications de alpha en accord avec cette théorie, l'idée, c'est d'éroder la théorie tant qu'elle reste consistante avec alpha et de prendre les derniers modèles qui vont rester avant qu'on perde cette cohérence si on érode plus. Donc là aussi, une propriété de minimalité, c'est-à-dire qu'on s'arrête juste avant qu'il n'y ait plus de cohérence entre les deux. Voilà, alors comment on exprime ça un petit plus formellement. Donc, pour la révision, on va dilater donc, la formule phi et prendre son intersection avec psi. Et cette dilatation, on la fait jusqu'au la première taille de la dilatation pour laquelle on va avoir une cohérence. Voilà, et cette taille de dilatation, elle peut être 0 si les deux, si phi et psi sont déjà cohérents, et sinon elle peut être plus importante. Donc on a un petit exemple ici où on a les modèles de phi, donc c'est le même type de représentation que tout à l'heure, où on a les mondes qui sont représentés par les sommets ici de ce graphe, et les arêtes qui représentent des distances de 1 des distances de Hamming de 1 entre les arêtes. Donc là, la dilatation, on va le faire avec des voisinages qui sont des boules de la distance de Hamming, comme tout à l'heure. Donc, on a ici phi avec un seul modèle, psi qui a les 4 modèles ici en bleu clair. Et donc, si on dilate phi de taille 0, il n'y a pas d'intersection avec les modèles de psi, donc il faut continuer. On va dilater de taille 1, donc on va rajouter les modèles qui sont à l'extrémité des arêtes qui viennent de ce monde-là. Donc, ce monde et celui-ci. Et on prend l'intersection avec les modèles de psi, donc on en trouve un, donc cette fois c'est cohérent, et donc c'est ce modèle-là qui va donner la révision. Et ce qu'on a montré, c'est que la révision définie comme ça définit tous les postulats AGM qui sont les postulats classiques de la révision. Voilà, que je ne vais pas détailler ici, hein, mais c'est dans l'article. Alors, pour la fusion, là, cette fois, l'idée, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est de dilater chaque ensemble de modèles des formules qu'on veut fusionner. Ici, dans la formule qui est indiquée ici, on dilate tout avec la même taille. Et si on a une contrainte d'intégrité, donc mu, on peut définir une fusion en dilatant chacun des ensembles, par exemple chacun des ensembles de préférence, et prendre l'intersection entre toutes ces dilatés et la contrainte d'intégrité. Et on fait ça jusqu'au premier point, jusqu'à la première taille de dilatation où cette conjonction ici est consistante. Voilà. Et en faisant ça, en fait, on retrouve l'opérateur de fusion Dmax, donc, qui avait été proposé par Sébastien et Raman. Donc, on retrouve un opérateur existant en passant par un chemin différent, et donc évidemment avec qui satisfont les mêmes propriétés que l'opérateur de Delta Max.
Voilà, donc on a une petite illustration ici, donc où on a deux, deux ensembles de préférences avec chacune un modèle, donc ils sont notés phi et psi ici, donc ça serait phi 1 et phi 2 dans la formule qui est là, et pas de contrainte d'intégrité ici, et on dilate, donc les deux sont incohérents, donc il faut les dilater, et donc en dilatant donc, le phi, on va rajouter ce modèle-là, celui-ci et celui-là. En dilatant le deuxième, on va rajouter ce modèle-là, ce monde-là et celui-ci. Et en prenant l'intersection, donc la conjonction, on va avoir ces deux modèles-là qui vont être les modèles en fait de la formule fusionnée. On voit bien que c'est un peu intermédiaire en fait entre les deux points de départ. Voilà. On peut aussi, en prenant des tailles éventuellement différentes pour les dilatations, on peut retrouver un autre opérateur de fusion de Sébastien et Ramon, qui est l'opérateur delta sigma. Voilà, avec une formule un petit peu plus compliquée, mais on arrive à le retrouver également. Donc ça, c'est intéressant de voir que le cadre qu'on propose permet de retrouver des opérateurs qui ont déjà été définis. Voilà. Alors, un petit exemple pour illustrer ça. Donc, imaginons qu'on ait deux personnes qui veulent voyager ensemble. Donc, une qui préférerait aller en Espagne, l'autre qui préférerait aller au Maroc. Bon, évidemment, elles sont pas d'accord. Et on va supposer que chacune accepte d'aller dans un pays voisin. De sa préférence, en disant bon, ça ne va pas être trop loin de ce que je voulais, donc c'est acceptable. Et donc, on va dilater les préférences du premier individu. Donc, il voulait aller en Espagne, on va dire bon, qu'il est d'accord aussi pour aller au Portugal, en France ou au Maroc. Et la deuxième personne qui voulait aller au Maroc va être d'accord pour aller aussi en Espagne, au Portugal ou en Algérie. Voilà, donc ça, les dilatés donnent ces ensembles de préférences dilatées. Donc, voilà. Et la fusion va nous donner un ensemble de 3 pays possibles, et donc on peut chercher une solution comme un modèle en fait de cette forme. Voilà. Alors, d'autres choses qu'on avait faites, c'est de regarder un petit peu des opérateurs de médiation que je ne vais pas beaucoup détailler, je donne juste l'idée ici. C'est que si imaginons qu'on ait deux ensembles de préférences qui ont des natures très différentes. Donc, par exemple, ici, un ensemble de préférences très allongé, donc sur cette représentation spatiale, par rapport à l'autre. Dans ce cas, la fusion symétrique, comme on l'a vu, elle n'est pas très... elle ne représente pas bien tous les ensembles, toutes les préférences. Donc, par exemple, ici, bon, ça reste acceptable. On a une solution qui est la plus proche possible de à la fois l'ensemble de préférences jaunes et l'ensemble de préférences bleues, donc en les dilatant. Mais si ici, on a un ensemble de préférences beaucoup plus grand, on voit qu'en fait, la fusion, elle ne prend en compte ici que les préférences les plus proches de l'ensemble jaune et pas du tout celle-là. Donc, il y a des situations où on ne veut pas forcément ça et on peut vouloir prendre un petit peu mieux en compte l'ensemble de préférences. Et pour ça, on a défini des opérateurs de médiation à partir d'une notion d'opérateurs médians morphologiques qui font ça un petit peu mieux. Voilà, mais je ne vais pas les détailler ici. Je vais passer maintenant à la recherche d'explications, donc avec un raisonnement abductif. Donc, on suppose qu'on a une théorie sigma, une observation alpha, et on va chercher une explication gamma, telle que si on rajoute gamma à la théorie, eh bien, on va pouvoir en déduire alpha. Et puis, on rajoute à ça des critères de minimalité qui permettent de définir ce qu'on appelle des meilleures explications. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de définir concrètement des opérateurs qui vérifiaient les postulats de rationalité qui avaient été proposés par Ramon et Carlos il y a quelques temps. Et donc, l'idée, c'est d'éroder soit la conjonction de sigma et alpha, soit sigma tout seul, pour essayer de trouver des modèles qui sont les plus centraux possibles dans sigma,
ou dans sigma et alpha, pour avoir une idée de robustesse. C'est-à-dire que si on change un tout petit peu, bah, comme on est le plus central possible dans sigma, l'explication va rester robuste à des petits changements. Donc, c'était un petit peu ça l'idée, d'aller chercher ces modèles les plus centraux possibles. Et pour ça, cette fois, on va s'appuyer sur des érosions. Et ce qu'on va faire, c'est éroder un ensemble de formules le plus possible. Et on va utiliser ce qu'on appelle la dernière érosion non vide, qui est notée epsilon L ici, et qui est en fait la dernière érosion avant que tout disparaisse. Donc l'idée, c'est que quand on érode des formules, petit à petit, on va enlever des modèles et à un moment donné, il ne restera plus rien. Bon, on peut aussi avoir un point fixe, mais je vais pas rentrer dans ces détails. On va supposer qu'on peut tout enlever. Et en fait, on s'arrête à la dernière érosion avant de tout enlever. Donc la plus petite possible. Et puis, on va utiliser aussi une autre érosion qui est la dernière érosion qui est cohérente avec l'observation, donc qui est notée ELC. Et ça nous permet de définir deux opérateurs d'explication qui sont notés par ce symbole-là, où on va prendre des modèles dans la dernière érosion non vide de sigma et alpha, en considérant sigma, encore une fois, comme la conjonction des formules qui sont contenues dans la théorie. Et donc ça, c'est illustré ici. Donc on a une formule phi dont les modèles sont représentés en bleu. Et la dernière érosion de phi, non vide, ça serait ces deux points-là. Donc les deux points qui sont entourés en rouge. Donc si phi c'est sigma et alpha, on va appliquer cet opérateur de dernière érosion sur sigma et alpha. Donc, pour avoir les modèles les plus centraux donc, dans cette conjonction de la théorie et de l'observation. Donc ça suppose évidemment que l'observation soit cohérente avec la théorie. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est une hypothèse qu'on fait. Et puis la deuxième idée, c'est de dire finalement, on érode que sigma, donc c'est ce que j'avais illustré tout à l'heure, et on va éroder sigma le plus possible, mais en gardant la cohérence avec alpha. Et on s'arrête juste avant de perdre cette cohérence. Donc, si on regarde cet exemple, on a sigma qui sont les points bleus sombres, alpha qui sont les points bleus clairs, donc ça ce sont les modèles de alpha et de sigma. On va éroder sigma, donc on fait une première érosion qui nous donne les points bleus. Donc effectivement, si on prend toujours notre boule de la distance de Hamming de rayon 1. Donc si on regarde ce point-là, tous ces voisins ici appartiennent à l'ensemble bleu, et donc ce point-là appartient à l'érosion, et de même pour tous les autres points rouges. On peut éroder une fois de plus. Donc ça, c'est bien cohérent avec alpha. Si on érode une fois de plus, ce point-là a bien tous ses voisins dans sigma, dans sigma, mais cette fois, c'est plus cohérent avec alpha. Et donc, on va s'arrêter avant et donc prendre la conjonction du premier érodé avec alpha, et donc on va retenir uniquement ces deux points-là, qui sont à la fois bleu sombre, bleu clair et rouge. Voilà, ça va être les deux points, en fait, qui sont les modèles, en fait, de l'explication. Alors, on peut prendre un des deux ou les deux, comme on veut. Donc, voilà. Alors, donc, on a montré que ces opérateurs vérifiaient bien les postulats de rationalité. Pour certains, avec des formes parfois un petit peu plus faibles. Et ce qu'on a fait aussi, c'est de montrer qu'en jouant sur l'élément structurant, donc là j'ai pris un élément structurant isotrope qui regarde les trois variables exactement de la même manière, en changeant la forme de l'élément structurant, on pouvait avoir des explications qui représentaient différentes situations. Donc une situation où vous voulez plutôt quelque chose de disjonctif ou quelque chose de conjonctif ou des ou exclusifs, etc. Et donc ça c'est intéressant pour modéliser différents types de situations où on n'attend pas forcément la même explication.
Euh, alors, on a appliqué ça aussi en interprétation d'images. Donc, c'était des travaux aussi avec Jamal Latif et Céline Hublot, où on considère que l'observation, donc par exemple ici sur une image médicale, c'est l'image elle-même et des résultats de segmentation, par exemple, de différentes structures. Et la base de connaissances, c'est une base de connaissances qui décrit l'anatomie et les pathologies qu'on peut avoir ici dans le cerveau. Et en utilisant le procédé que je viens d'expliquer, on peut trouver une explication qui va être en fait une sorte de description un peu de plus haut niveau de l'image en accord avec ses connaissances anatomiques et l'observation. Voilà. Donc, on a fait ça en particulier en logique de description. Voilà. Alors, tout ce que j'ai montré là, c'était en logique propositionnelle, à part le tout dernier exemple. Et en fait, on peut étendre ça à d'autres logiques. Donc, par exemple, en logique modale, on peut considérer que la relation d'accessibilité, donc en prenant une sémantique de Kripke, on peut considérer que la relation d'accessibilité, ça correspond à l'élément structurant qu'on utilise en morphologie mathématique. Donc, l'élément structurant vu comme une relation de voisinage ou une relation binaire entre mondes. Et les modalités peuvent être interprétées comme des opérateurs morphologiques de base d'érosion et de dilatation. Et donc, suivant les propriétés de la relation d'accessibilité et donc de la relation qui est utilisée pour l'élément structurant, on va avoir différents schémas qui vont être valides dans cette logique modale. Je vous montrerai juste un exemple après pour le raisonnement spatial. Donc, en logique de description, donc on a vu les opérateurs morphologiques comme des prédicats binaires et on a pu résoudre ce type de problème, par exemple, en logique de description avec du raisonnement abductif, donc en utilisant ces idées d'érosion. Je ne vais pas détailler. Et les travaux plus récents, donc on a fait aussi avec Marc, qui est connecté aussi, c'est d'essayer de voir comment on pouvait généraliser tout ça dans des logiques plus générales. Donc l'idée, c'est au lieu de recommencer la construction pour chaque type de logique, d'avoir des logiques plus générales qui englobent un certain nombre de logiques de base, et donc de faire les choses une fois pour toutes. Donc on a travaillé dans différents cadres, et je vais juste vous montrer les travaux les plus récents qui viennent d'être publiés dans IJAR sur les topos. Donc, juste avant ça, je vais vous montrer l'idée pour le raisonnement spatial. Ça va être important aussi pour la suite. On peut exprimer, en fait, par exemple, des relations de mérotopologie en prenant, par exemple, la théorie RCC8 pour faire du raisonnement spatial topologique. On peut exprimer un certain nombre de relations avec des modalités ou avec des érosions et des dilatations, toujours avec cette correspondance. Donc, par exemple, ici, si on considère qu'une entité spatiale est représentée par une formule, ici, une formule phi, et une autre entité spatiale est représentée par une autre formule psi, dire que phi est une partie tangentielle de psi, ça revient à dire que phi est une partie de psi, donc qui peut s'exprimer par une proposition logique de ce type-là, donc phi implique psi, donc avec l'équivalence implication inclusion des mondes. Et en fait, dès qu'on va dilater phi, on va en sortir en fait. On va sortir de psi. Et donc ça peut se représenter avec une dilatation. Donc on va dire que si on dilate phi, donc comme on l'a fait tout à l'heure, eh bien on devient cohérent avec non psi. Voilà. Et donc c'est une manière très très simple en fait d'exprimer avec une dilatation le fait que phi est une partie tangentielle de psi. Voilà. On peut le faire aussi de manière duale en érodant psi.
Et on a un certain nombre comme ça de relations de RCC8 qui peuvent être exprimées très très facilement avec ces érosions et ces dilatations. Et ça s'étend au cas où les entités spatiales sont imprécises, donc par exemple sont modélisées comme des ensembles flous ou des ensembles flous bipolaires si on a à la fois des informations positives et négatives. Alors maintenant, comment on étend tout ça à la théorie des topos. L'idée, c'est de voir les topos pour le lien qu'ils établissent entre la logique, les ensembles et la topologie. Donc, ils sont tous les ingrédients qu'on a utilisés jusque-là. Et ce qu'on a fait, c'est donc de définir dans ce cadre des opérateurs de morphologie mathématique avec des éléments structurants qu'on étend ensuite avec une notion de voisinage structurant qui nous permettent de construire une logique modale constructive, donc CS4, et d'appliquer ça pour tous les problèmes que j'ai mentionnés tout à l'heure, donc ces problèmes classiques de raisonnement. Donc la construction, c'est la suivante. En fait, on utilise ici une similarité entre la catégorie des ensembles et les topos, où donc, par exemple, l'objet initial, ça serait dans les deux cas l'ensemble vide. L'objet terminal, donc un singleton dans la catégorie d'ensemble et un 1 voilà, dans les topos. Donc, on a un objet terminal. Etc. Donc, on a un certain nombre d'équivalences, dont par exemple les intersections réunions, qui sont les opérations dont on va avoir besoin pour définir des opérations morphologiques. Ça va se traduire par des limites et des colimites qu'on suppose finies, etc. On a un classifieur d'objets et une notion qui va être importante, qui est la notion de sous-objet, qui est définie à partir d'opérations injectives que je vais détailler juste après. Et on s'intéresse aussi à l'objet puissance, ici qu'on va noter PX, qui est le classifieur d'objets par X, multiplié par X. Alors, cette idée de sous-objet, c'est quoi? Si on prend un objet de la catégorie, on va définir un sous-objet comme l'ensemble de la classe d'équivalence en fait de tous les morphismes qui ont des domaines isomorphes. Donc, c'est ça qui définit l'équivalence et qui ont le même codomaine et qui est X, le même codomaine X. Donc ça, ces classes d'équivalence définissent ce qu'on appelle les sous-objets. Donc un sous-objet, ça va être un ensemble de classes d'équivalence de morphismes. Alors, on peut définir une relation d'ordre partielle sur ces sous-objets. Donc, si on a deux morphismes donc qui ont même domaine, même codomaine X, et Y et Z qui sont isomorphes, on va dire que la classe, non pardon, ne sont pas forcément isomorphes, la classe de F est plus petite que la classe de G s'il y a un morphisme de Y vers Z qui permet de passer de la vers l'autre, simplement. Donc, c'est facile de vérifier que ça définit bien une relation d'ordre partiel sur les sous-objets. Et donc, ça permet de construire une structure algébrique qui est une algèbre de Hitting sur ces sous-objets. Voilà, donc, c'est la structure algébrique sur laquelle on va s'appuyer. Donc, ensuite, comment on construit les opérateurs morphologiques? Donc, on va les définir un élément structurant, cette fois comme un morphisme de X vers donc l'objet X du topos vers vers PX. Et l'érosion et la dilatation vont être des opérateurs de PX dans PX qui peuvent s'exprimer comme avec des schémas catégoriels, mais qui peuvent s'exprimer de manière très naturelle
avec la logique interne. Et donc ça, c'est un des intérêts, c'est de travailler avec la logique interne, donc sur la catégorie qu'on considère. Et ces expressions sont ici. Et donc l'érosion, ça va être l'ensemble de tous les objets de type X, tels que B de X soit plus petit que Y, donc l'érosion de Y. Et la dilatation, on va avoir une intersection. Donc ça correspond exactement aux définitions qu'on avait dans les ensembles, transposées ici sur la logique interne de la catégorie. Donc c'est vraiment très similaire. C'est similaire. Voilà, du coup, c'est des formules que j'arrive à comprendre. Alors ensuite, à partir de là, on peut en déduire des érosions et des dilatations entre sous-objets de X. Que je ne vais pas détailler ici et qui repose sur ces schémas commutatifs en fait, mais que je n'ai pas trop le temps de détailler. Et donc, on définit une algèbre interne modale sur Px, donc sur l'ensemble puissance de X, avec la relation d'ordre qu'on a définie et ces opérateurs d'érosion et de dilatation. Et alors, quand on regarde les opérateurs correspondants sur les sous-objets, on peut voir là encore une correspondance entre l'érosion et l'érosion, la dilatation d'un côté et les modalités de logique modale de l'autre côté. Alors, maintenant, si on veut appliquer ça à la révision, donc l'idée, c'est de faire comme tout à l'heure, c'est de dire, est-ce qu'on va dilater jusqu'à avoir une cohérence avec la formule par laquelle on veut réviser. Alors, le problème, c'est que la taille de la dilatation, bon, elle n'existe pas forcément, et savoir si elle existe ou pas, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire dans ce cadre plus général, et ce n'est pas forcément définissable de manière algorithmique. Et du coup, ce qu'on a proposé ici, c'est de travailler, au lieu de travailler sur les modèles, de travailler au niveau syntaxique, et avec l'idée de dire que si on n'arrive pas à vérifier une formule pour tous ces états, on peut peut-être la vérifier pour certains des états. Et donc ça va se traduire par la transformation d'un opérateur de modalité de nécessité en opérateur de possibilité. Et donc, on va définir deux transformations ρ et kappa. Alors, je passe sur les définitions donc assez évidentes de cohérence avec les connecteurs logiques. Et ce qui est important ici, c'est ça, c'est de dire que si on applique ρ à une modalité, à nécessaire phi, on obtient possible phi. Et même chose, si on applique l'opérateur k à kappa à possible phi, on obtient possible phi. Donc, on va échanger en fait ces deux opérateurs. Et donc, on va définir un opérateur tau qui est assez proche d'une dilatation, mais modulo ces modifications syntaxiques, qui va nous donner une tautologie si ρ de phi égale phi, et sinon ρ de phi. Et donc, c'est cet opérateur-là, tau, qui est une sorte d'adaptation, de dilatation, en gros, qu'on va itérer jusqu'à ce qu'on ait une cohérence avec psi. Voilà. Et donc là encore, donc la formule est exactement la même que tout à l'heure, sauf qu'on remplace la dilatation par cet opérateur tau, qui est défini de manière purement syntaxique. Et donc là, on montre qu'on vérifie toujours tous les postulats AGM, sauf la dépendance de la syntaxe, où on ne l'a pas par rapport à phi, puisqu'on fait des modifications syntaxiques sur phi. Voilà. Alors maintenant, si on veut, donc je passe un petit peu les autres applications, que je ne vais pas détailler ici, mais encore une fois, c'est fait dans le papier. Si on veut passer au raisonnement spatial et appliquer, donc, par exemple, les idées de tout à l'heure pour exprimer des opérations RCC en termes morphologiques, là, on a besoin de quelque chose de plus parce que les opérateurs de dilatation et d'érosion, ils ne sont pas forcément
Ils ne sont pas forcément idempotents. Et si on les combine pour les rendre sous forme d'ouverture et de fermeture, pour les rendre idempotents, on perd en fait la commutativité, enfin la préservation en fait des bornes. Donc ce qui peut être aussi un problème. Et donc l'idée ici qu'avait proposé Marc, c'est de définir une notion un petit peu plus générale comme un voisinage topologique qui est en fait un ensemble de voisinages. Donc on va définir un morphisme de X dans cette fois PPX. Donc ça va être des ensembles de voisinages de X qui vérifie un certain nombre de propriétés. Donc, il y a un filtre qui garantit que pour tout voisinage de X appartient à chacun de ces voisinages. Donc, ça permet d'avoir en particulier des dilatations qui sont extensives et des érosions qui sont anti-extensives, ce qu'on a supposé un peu implicitement dans tout ce qui précède. Et cette propriété-là qui dit que pour tout voisinage de X, on peut trouver au moins un voisinage de X tel que tout point de ce voisinage, pour tout point de ce voisinage, le voisinage dont on est parti ici appartient au voisinage de Y. Donc, c'est une espèce de transitivité en fait qui va garantir justement l'idempotence. Et donc ensuite, on définit comme tout à l'heure des érosions et des dilatations comme des morphismes, mais cette fois de Px vers Px, mais en fonction d'un ensemble de voisinages. Donc c'est en fonction de ces voisinages topologiques. Voilà. Donc la définition, toujours avec la logique interne, elle est très similaire à celle qu'on a vue tout à l'heure. Et cette fois, on peut montrer que cette érosion, c'est un opérateur d'intérieur et la dilatation, c'est un opérateur de fermeture cette fois. Mais on n'a plus tout à fait la commutativité avec le sup. On a juste une inégalité ici, enfin une relation partielle uniquement dans un sens. Donc, on perd quand même une petite propriété ici de la dilatation. Voilà. Et donc, avec ces opérateurs, on peut cette fois définir sur Px, toujours avec la même relation d'ordre, une algèbre modale CS4 pour constructive S4 modal logique. En fait. Donc, qui vérifie les propriétés de la logique S4. Donc, c'est avec les axiomes T et 4. En fait. Et toujours la correspondance entre érosion, dilatation et opérateurs modaux de nécessité et de possibilité. Ouais. Et associé à tout ça, il y a un système d'inférence qui est complet et correct. Ouais. Donc, on peut appliquer ça donc, justement pour le raisonnement spatial. Donc, on l'a fait pour RCC8 et la méthode des 9 intersections, donc qui regarde justement l'intérieur, la frontière et toutes les relations spatiales pour deux objets entre ces choses-là. Voilà. Donc, je vais pas le détailler, mais juste pour conclure, donc tout repose en fait sur le cadre algébrique de la morphologie mathématique et les similitudes avec les cadres algébriques qu'on utilise dans différents types de logique, donc propositionnelle, modale ou de manière plus générale sur des topos et sur plein d'autres logiques en fait. Voilà, donc ça permet ce cadre commun, il permet d'avoir des bonnes propriétés qui s'héritent entre les différents domaines. Donc c'est très pratique pour faire les preuves. Et donc ça permet de résoudre un certain nombre de proposer en tout cas des opérateurs très concrets qui permettent effectivement de faire les calculs pour un certain nombre d'opérations de raisonnement. Donc, j'ai montré pour la révision, la fusion, la recherche d'explications par abduction, le raisonnement spatial, etc. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout du temps de toute façon, donc je vais m'arrêter là et si vous avez des questions, on peut quand même le prendre le temps.